Eh bien, à l'heure où la jeunesse européenne et même mondiale est un sujet de préoccupation constant, que ce soit notamment à travers le mouvement des indignés ou alors paradoxalement à travers le contentement de la situation actuelle. On disait avec Dominique Rény tout à l'heure que 91% des Chinois sont contents et espèrent même leur salut par la mondialisation. Voici que la jeunesse en France est passée à la loupe par quatre mains: Pierre Cahuc, Stéphane Carcillo, Olivier Galland, André Zilberberg. Nous en avons cueilli deux dépôts trombinés ce matin. Pierre Cahuc, bonjour. Bonjour. Et Stéphane Carcillo. Pierre Cahuc, professeur d'économie à l'École Polytechnique. Vous dirigez le laboratoire de macroéconomie du Centre de recherche en économie et statistique de l'INSEE. Et Stéphane Carcillo, maître de conférence à Paris 1 Sorbonne, professeur associé au département d'économie de l'Institut d'études politiques de Paris. Ce livre chez Erol, Comment la France divise sa jeunesse, la machine à trier, essaie de dresser un portrait justement de la jeunesse d'aujourd'hui, avec son rapport avec le monde économique, au marché du travail, au monde des adultes. On a bien vu que la jeunesse était par exemple un argument de la campagne interne pour les premiers socialistes de François Hollande, que du côté du gouvernement, on n'en finit pas d'élaborer des lois qui feraient enfin entrer davantage les jeunes sur le marché du travail. Peut-être d'abord pour comprendre une chose, qu'est-ce qu'un jeune, Stéphane Cahuc ou Pierre Carcillo? Stéphane Carcillo ou Pierre Cahuc, en bon ordre. J'y arriverai pas ce matin. On est interchangeables. Moi, c'est la vieillesse qui gagne. Qu'est-ce qu'un jeune? C'est justement l'objet du bouquin, de montrer que c'est une situation extrêmement diverse. Un jeune aujourd'hui... Non, mais dans votre étude, quand même, c'est quoi la tranche d'âge? On va dire 15-25 ans ou 15-30 ans, ça dépend du sujet qu'on étudie. Si on s'intéresse à la fin des études, ça peut être 15-25 ans. Après l'insertion dans le monde professionnel et dans la vie familiale, on peut aller jusqu'à 30 ans. Mais l'objet du bouquin, c'est de montrer que cette jeunesse est extrêmement divisée. Coupée en deux, vous dites. Coupée en deux, même, on peut dire, oui. On peut dire c'est celle qui en a et celle qui n'en a pas. C'est très clair. En avoir ou pas. Voilà, c'est très clair du travail. Dans les statistiques, c'est ceux qui ont un travail, ceux qui n'en ont pas. Et en fait, c'est très lié au diplôme, ceux qui ont un diplôme et ceux qui n'en ont pas. Et ceux qui ont un diplôme, ça peut être... c'est tout diplôme. C'est un diplôme qui donne une qualification. Ça peut être un CAP, pas même le bac. Bien sûr, le bac est un diplôme du supérieur. Mais il y a une grosse différence avec ceux qui n'ont pas de diplôme. Les destins ne sont pas du tout Alors, les mêmes. Sans assommer les auditeurs de chiffres, comme aime bien le faire Agnès Benassi-Kéré, quelles sont les proportions, justement, de ceux qui... Voilà, d'une jeunesse diplômée, d'une jeunesse qui ne l'est pas, en sachant qu'ensuite, il nous faudra savoir quelle est la jeunesse diplômée qui a du travail et celle qui n'en a pas, et quelle est la jeunesse non diplômée qui a du travail et celle qui n'en a pas. Bon, il y a un chiffre qui est très connu, c'est le fait qu'environ 20% entre 15 et 20% de chaque génération sort du système scolaire sans diplôme, c'est-à-dire avec pas plus que le BEPC. Et ça, c'est vraiment un facteur très discriminant ensuite, comme Stéphane l'a souligné. Dans la mesure où les personnes qui sont sans diplôme sont 3 fois plus au chômage 3 ans après être complètement sorties du système éducatif que les personnes qui ont un diplôme. Donc le gap est énorme, le fossé est énorme, et il a eu tendance à s'accentuer depuis plusieurs décennies, notamment dans les années 80 et au début des années 90. Donc on a vu vraiment une augmentation très importante. Les chiffres, là, quand même, il faut les citer, sont cruels. Fin 2010, le taux de chômage des 15-24 ans atteignait 24%, fin 2010, contre 8,5% pour les 25-49 ans. Dans les années 90, on était à 8%. Oui, mais ce qui nous a... Ce laps de temps est très court pour cette énorme augmentation des jeunes au chômage. C'est ça, il y a une augmentation du taux de chômage des jeunes qui est liée notamment au développement des contrats à durée déterminée, au fait que le marché du travail s'est rigidifié d'un côté et s'est flexibilisé de l'autre, ce qui rend très difficile l'entrée dans l'emploi pour les jeunes. Mais ce sur quoi nous avons voulu vraiment insister, ce qui est, je pense, frappant et vraiment préoccupant, c'est la division de la jeunesse entre, disons, deux jeunesses. Cette jeunesse sans diplôme, le taux de chômage, je vous dis, des personnes qui n'ont pas de diplôme est 3 fois plus élevé que celles qui ont un diplôme. Donc, il est de l'ordre entre 30 et 40% pour les personnes qui sont sans diplôme 3 ans après être complètement sorties du système scolaire. Donc, le passe ton bac d'abord est toujours valable, en fait. C'est toujours valable. Les personnes qui ont le bac sont à un taux de chômage qui avoisine les 10% 3 ans après être sorties des études. Donc, le fossé est là, il est très important en France, et il est d'autant plus important et préoccupant que ces personnes qui n'ont pas de diplôme et qui
en fait, n'ont pas d'emploi par la suite, ont très peu de filets de sécurité, puisque en France, eh bien, les minima sociaux sont réservés aux personnes de plus de 25 ans. Donc, la pauvreté chez les jeunes se développe, et notamment pour ces jeunes qui sont exclus du système scolaire, sachant qu'en France, c'est aussi un thème que nous abordons dans l'ouvrage, en France, le système scolaire fonctionne de manière très particulière vis-à-vis d'autres pays, puisqu'il sélectionne plus qu'ailleurs et il produit plus d'exclus qu'ailleurs. Oui, mais alors il y a quand même donc un paradoxe. Dans ces cas-là, il est donc bon d'avoir, plus on a de diplômes, visiblement, plus on trouve du travail. Et dans le même temps, si je vous ai bien lu, vous dénoncez le rôle exorbitant du diplôme dans l'insertion professionnelle. Donc il faut en avoir, il faut avoir du diplôme pour travailler, d'accord, mais est-ce que le problème ne vient pas de l'amont, c'est-à-dire au fond d'exiger autant de diplômes pour embaucher et faire travailler les jeunes en question? La nécessité d'avoir un diplôme, ça vient aussi du fait que notre économie a changé, que les emplois sont devenus beaucoup plus qualifiés, qu'on a besoin de compétences particulières. C'est sûr que le diplôme sert à sélectionner, mais il sanctionne aussi des compétences dont ont besoin les entreprises. Mais en France, parce qu'aux États-Unis, c'est pas le cas du tout, pareil. En France, les entreprises sont d'autant plus regardantes, d'autant plus exigeantes pour recruter des salariés que il est ensuite très difficile, une fois qu'un salarié a été recruté en contrat à durée indéterminée, il est très difficile de rompre le contrat de travail. Donc en fait, les salariés sans diplôme peuvent trouver des contrats à durée déterminée, en général très brefs, et donc enchaîner des contrats à durée déterminée et n'arrivent pas à se stabiliser dans l'emploi et à construire des carrières professionnelles dans des secteurs bien identifiés, puisque quand ils trouvent un emploi en contrat à durée déterminée, très souvent ils changent de secteur, et dans ce cadre-là, bien évidemment, il est très difficile de se construire un parcours professionnel. Et une des raisons pour lesquelles les entreprises sont aussi exigeantes, c'est justement que lorsqu'on a recruté quelqu'un en France, il est extrêmement difficile de rompre le contrat de travail. Donc évidemment, si vous voulez recruter quelqu'un, vous prenez toutes les garanties possibles, sachant que pour vous, les meilleures garanties, c'est le signal envoyé par le diplôme, puisqu'il est très compliqué d'avoir une information précise sur les personnes en des entretiens relativement brefs. Alors, vous avez un jugement, vous, là, quand même, sur cette question-là, ou pas? Est-ce que cette machine à trier doit perdurer telle qu'elle est installée entre l'école et l'entreprise, ou est-ce qu'il y aurait justement des manières de réformer le système, comme on l'a pu le sentir dans les propositions qui se font jour de quelques bords politiques, de quelques côtés qu'on regarde? Est-ce que cette machine à trier, elle est quand même justement à revoir, à réformer? Elle est à revoir de fond en comble, et comme l'a évoqué Pierre, il y a, pour casser cette machine à trier, il y a deux grandes réformes à mettre en œuvre. La première, c'est celle de l'école, et la deuxième, c'est celle du marché du travail. La première, c'est celle de l'école, pour que chaque jeune ait des chances d'acquérir un diplôme et des compétences de base, clés, qu'aujourd'hui 20% des jeunes ne décrochent pas. Le système scolaire en France aujourd'hui produit 20% d'échecs. 20% de jeunes qui ne maîtrisent pas correctement à 15 ans la lecture, l'écriture et les mathématiques de base. Donc ça, c'est une situation qui est tout à fait inacceptable. Les fameuses enquêtes PISA, qui nous mettent au banc de l'humanité quasiment. Qui nous mettent dans une situation défavorable. On n'est pas dans la pire des situations, mais ce qui caractérise la France, c'est que ces 20% d'échecs sont le fait de jeunes qui sont issus de milieux défavorisés. Donc en fait, le système scolaire en France reproduit très fortement et plus fortement qu'ailleurs les inégalités. C'est un peu un paradoxe pour une école qui se veut égalitaire et juste, qui en fait est assez inégalitaire et injuste dans ses résultats. Et cela, les jeunes le sentent bien, parce qu'au fond, ils demandent quoi en fait quand ils demandent quelque chose? Ils demandent plus d'égalité que de liberté. Oui. Dans les enquêtes que l'on peut voir. Oui, il demande plus d'égalité et de liberté, et surtout, il demande plus de reconnaissance. Puisque une autre raison pour laquelle les entreprises sont exigeantes en matière de diplôme, c'est le fait que les entreprises fonctionnent en France de manière très hiérarchisée, comme l'école. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'école fonctionne elle-même de manière aussi élitiste et hiérarchisée. La caractéristique des entreprises françaises, c'est le fait d'avoir des managements effectivement hiérarchisés avec peu de travail, en équipe, une organisation très verticale. Dans ce cadre-là, il est très difficile pour les jeunes d'avoir une reconnaissance et de pouvoir s'exprimer, et notamment pour les jeunes sans diplôme. Donc effectivement, les jeunes sont vraiment dans une situation très difficile où il est extrêmement délicat de rentrer dans le monde du travail. Et pour les jeunes qui sont issus de milieux défavorisés, c'est quasiment impossible dès lors qu'ils sont
ils rentrent dans ces systèmes scolaires qui met d'une certaine manière tout en place pour les éliminer progressivement, avec un système notamment de notation extrêmement rigoureux, et aussi avec un travail en équipe qui est très peu développé. Donc il est très difficile pour ces jeunes de communiquer avec d'autres. Et pourtant, on verra dans la seconde partie des matins que ça ne les empêche pas de se sentir parfaitement impliqués dans la vie de leur pays, mais selon des modalités, ça que nous verrons ensuite. Grosso modo, pour résumer votre propos de cette machine à trier, comment la France divise sa jeunesse, l'idée, c'est donc de dire en plus que le souci ne vient pas de ce qu'on appelle la fracture intergénérationnelle. Le vrai problème, il est de cette fracture que vous appelez intragénérationnelle, donc dans la jeunesse. C'est ce qu'on montre, c'est que les inégalités... C'est pas un problème entre les vieux et les jeunes, c'est un problème entre les jeunes et les jeunes. Les inégalités sont beaucoup plus importantes entre les jeunes eux-mêmes qu'entre les deux générations. C'est ce qu'on montre dans le livre, et notamment dans l'accès à l'emploi et dans les carrières, dans le futur, dans les perspectives des jeunes qui n'ont pas de diplôme. Les destins se divisent très 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 vite. Quand les jeunes sortent de l'école, environ un tiers des jeunes, qu'ils soient diplômés ou pas, trouvent un emploi stable. Les 2 tiers trouvent un CDD ou un emploi instable. 3 ans après la sortie de l'école, ceux qui ont un diplôme ont à 70% un emploi stable, alors que ceux qui n'ont pas de diplôme sont toujours à seulement un tiers d'emploi stable. Donc voilà, les destins se divisent très très vite, et ensuite ces jeunes, arrivés à 25 ou 30 ans, alternent de manière régulière, lorsqu'ils n'ont pas de diplôme, le chômage et l'emploi, et certains restent durablement au chômage et n'ont pas c'est ça aussi le problème du système français, c'est qu'il n'y a pas de clause de rattrapage. Il n'y a pas de clause de rattrapage sociale et il n'y a pas de clause de rattrapage en termes de formation. Une fois que c'est raté à l'école, les chances de s'en remettre et d'avoir une vraie formation qualifiante, c'est-à-dire longue, qui dure plus d'1 an, qui est extrêmement qualifiante, sont très minces. Et puis, il y a quelques clichés que vous voulez combattre. Pierre Cahuc et Stéphane Carcillo, c'est l'idée du rapport au travail des jeunes, que les jeunes ne voudraient au fond pas travailler ou ne voudraient rien faire. Vous dites ainsi, contrairement à une opinion trop répandue, notre enquête ne trouve aucun rejet du travail parmi les jeunes, avec ou sans diplôme. Quand ils ont un emploi, ils sont très majoritairement satisfaits de leur emploi. Oui, et c'est même pire d'une certaine manière. Pierre Cahuc. C'est même pire dans une certaine manière, puisque les jeunes sans diplôme sont plus attachés au travail que les jeunes avec diplôme. 73% des jeunes sans diplôme déclarent que le travail est une valeur fondamentale et très importante pour eux, contre 66% pour les diplômés. Donc de toute façon, c'est beaucoup pour l'ensemble des jeunes. On ne voit pas de rupture de valeur dans cette dimension entre les jeunes et les personnes plus âgées. Idem en ce qui concerne la volonté de construire une famille, on retrouve exactement la même volonté d'intégration dans la société. En revanche, ce qui distingue les jeunes sans diplôme, c'est un rejet de la démocratie, de l'État, un certain incivisme, parce qu'il y a un rejet de ce système, de cet État-providence dans lequel ils ne se sentent pas inclus. Ils ont bien la sensation, et c'est une sensation, je pense, qui a des contreparties dans la réalité, que ces systèmes ne les aident pas à rentrer dans cette machine qui est en route. Et donc, il y a de manière assez naturelle un sentiment de rejet global, mais il y a une volonté d'atteindre ces valeurs qui sont enviées par tous. Et sur France Culture, il est 8h16 les matins jusqu'à 9h aujourd'hui. La jeunesse française coupée en deux. Comment la France divise sa jeunesse, la machine à trier, avec nos invités. Un livre écrit à 4 mains. Pierre Cahuc, Stéphane Carcillo, Olivier Galland, André Zilberberg. Mais nos invités sont Pierre Cahuc ce matin et Stéphane Carcillo, que vous connaissez bien. Brice Couturier, bonjour à vous. C'est l'heure du débat et de bonjour, votre chronique. Or, vous connaissez bien le sujet. J'apprécie beaucoup la bande de Cahuc, Zilberberg, Algan, etc. C'est des économistes qui travaillent dans le même sens et qui nous ont donné déjà un certain nombre d'études extrêmement intéressantes. Mais je vais vous parler de quelqu'un d'autre pour commencer, Marc. C'est Philippe Diribarne. Parce que je trouve qu'il est très bienvenu dans ce contexte-là. Philippe Diribarne, qui l'a bien montré, la France contemporaine demeure imprégnée de mœurs d'ancien régime. En dépit de nos prétentions républicaines à l'égalité, à la solidarité, nous avons construit une société de rang, d'État, classée selon leur degré de prestige et de noblesse. En tout cas, c'est ce que décrit Diribarne. À chacun de ces États sont attachés une dignité particulière, des honneurs, des avantages, des privilèges. Alors l'école, évidemment, est le rouage essentiel de cette distribution des honneurs et des rangs.
que sa fonction principale semble moins d'éduquer et de former les générations que de sélectionner en leur sein une élite et de distribuer donc des positions plus ou moins honorables. Car la France est bien le seul pays du monde que je connaisse, depuis la Chine des mandarins, où on vous demande jusqu'à l'âge de 70 ans par quelle grande école vous êtes passé entre 20 et 23, quel est le plus haut grade universitaire que vous avez récolté un demi-siècle plus tôt, même quand vous êtes déjà à la retraite. Alors tout en haut de la pyramide se trouve la frange étroite des grandes écoles prestigieuses, tout en bas les élèves refoulés vers les filières dites techniques dévalorisées, et puis encore plus bas que tout en bas, les 20% d'une classe d'âge qui quitte notre système scolaire sans aucun diplôme ni aucune qualification. Alors ceux-là, évidemment, c'est ce que vous expliquez, sont promis au chômage ou au pseudo-emploi dévalorisé qui ne mène sur rien, au temps partiel non choisi, à l'assistanat. Tant qu'on a pu faire confiance à l'égalitarisme républicain, tant qu'on a pu croire que l'école permettait de réduire les inégalités sociales de départ en donnant leur chance aux plus pauvres, le système a inspiré confiance. Mais lorsqu'on constate que l'accès aux grandes écoles est en passe de devenir quasiment héréditaire, qu'on était narque quand on était déjà enfant d'énarque ou normalien, fils d'or normalien, que l'enseignement supérieur est de règle pour les enfants d'enseignants, 90 d'entre eux bizarrement y accèdent, alors que pour les enfants d'ouvriers non qualifiés, c'est l'exception, il n'y en a que 31%, alors le doute s'installe. Quand en outre, on s'aperçoit que la formation professionnelle qui pourrait compenser les handicaps de départ fonctionne en réalité au bénéfice des mieux pourvus et des installés, alors le découragement guette et la révolte menace. La caractéristique principale de ce système est qu'il tend à protéger les gens en place, les insiders, blindés par leur statut, bien dotés en avantages sociaux, et à faire porter le poids des ajustements, des licenciements en cas de crise par exemple, sur les sans grades, les précaires, les derniers arrivés, les plus jeunes, les immigrés. Ce constat a été fait maintes fois, mais votre livre « La machine à trier » en démontre les implications. J'y pioche quelques constats. L'origine ethnique joue un rôle considérable dans le taux de chômage des jeunes, mais c'est aussi que les jeunes issus de l'immigration, c'est chez eux qu'on trouve la plus forte proportion de personnes sorties de l'école sans aucune qualification, 37% contre 17% dans la moyenne nationale. Contrairement à ce qu'on croit, les jeunes ne souhaitent pas prolonger infiniment leur adolescence. La majorité, au contraire, rêve d'un emploi stable et de fonder une famille. La génération Y dont on nous rabat les oreilles, c'est peut-être un mythe. Les jeunes valorisent le travail. Pour la majorité des jeunes non diplômés, il constitue même une obligation morale. Les jeunes Français voudraient que, je cite, les efforts individuels soient mieux pris en compte dans l'attribution des revenus et non les seuls diplômes. Encore un constat que vous faites, ce sont les moins diplômés qui souhaitent une plus grande flexibilité du travail. Et oui, ils commencent à comprendre que les blocages qui confortent les insiders les excluent eux-mêmes. Au cœur de votre constat, notre représentation nationale qui affiche une moyenne d'âge de 60 ans, Sénat et Assemblée nationale comprises. Alors évidemment, la classe politique ne comprend pas les besoins de la génération qui est celle en réalité de ses petits-enfants et même pas de ses enfants. Et ceux-ci, les petits-enfants, les 20-something, ils oscillent entre refus de la politique, voire scepticisme envers la démocratie elle-même, vous le disiez tout à l'heure, chez les moins éduqués, et révolte contre le sort qui leur est réservé. Alors remettre la jeunesse au cœur du système politique et social, ça sera certainement l'un des enjeux des élections à venir. Vous partagez la lecture de vos études et travaux, celle de Brice Couturier, Pierre Cahuc ou Stéphane Carcillo. Pierre Cahuc. Oui, c'est un très, très bon résumé, merci beaucoup. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur le fait que les comparaisons internationales sont à la fois encourageantes et décourageantes. Décourageantes parce qu'on s'aperçoit qu'on est dans une situation extrême, en fait. Et il n'y a pas très longtemps qu'on dispose d'enquêtes à la fois sur ce que pensent les jeunes, aussi sur leur quotidien à l'école. Et depuis que nous disposons de ces enquêtes, on voit vraiment que la France est dans une situation très particulière. Dans deux dimensions, je pense, qui créent vraiment cette inégalité et cet échec d'une grande partie des jeunes. Et ces deux dimensions sont d'une part les méthodes d'enseignement. En France, plus qu'ailleurs, les jeunes ne travaillent jamais en groupe. Les jeunes passent leur temps à l'école, assis, à écouter le professeur qui enseigne et à prendre des notes. On n'a pas le droit de parler ensemble. Et donc, plus de 2 jeunes sur 3 disent qu'ils ne travaillent jamais en groupe. Alors que dans la plupart des autres pays, notamment dans les pays qui ont des bons résultats, eh bien, le travail en groupe est la règle. On apprend à discuter ensemble, à essayer de progresser ensemble. Donc ça, c'est le premier point qui crée évidemment des inégalités. Et il y a un deuxième point qui est le poids de la sélection via les notes et les classements. Je discutais avec un jeune Danois qui est dans mon laboratoire de recherche qui me disait, il y a 2 semaines, jusqu'en 4e, je n'ai eu aucune note
aucune note. Et à partir de la 4e, j'ai eu des notes qui étaient des notes que je n'avais pas à communiquer à mes parents. C'est pour nous un système qui paraît absolument impossible. Pourtant, les Danois ont de meilleurs résultats que nous. Je ne dis pas qu'il faut supprimer les notes à l'école, mais lorsqu'on regarde ces comparaisons internationales, on s'aperçoit qu'il y a des profs qui en rêvent quand même, de supprimer les notes à l'école, et pour des raisons aussi valables que celles, sans doute, que brandissent les Danois. Il y a des profs qui en rêvent, mais quand on regarde la pratique des enseignants en France, ils sont pris au piège. Il y a un très bel ouvrage d'André Antibi qui a forgé ce concept de constante macabre, cette idée selon laquelle les enseignants doivent donner une proportion de notes en dessous de la moyenne qui oscille entre la moitié et un tiers. Et un enseignant qui ne donne pas de mauvaises notes est souvent considéré par ses pairs comme un enseignant laxiste qui ne fait pas vraiment son travail. Donc il y a une pression sociale, c'est ça le piège dans lequel nous sommes tombés, c'est que nous vivons aujourd'hui dans un monde dans lequel il y a une pression sociale pour que ce mode de sélection, ces méthodes d'enseignement s'appliquent, et c'est de ça dont il faut sortir, et il est très difficile d'en sortir parce qu'on vit dans un système cohérent où chaque enseignant a intérêt à reproduire ce système sous le poids de la pression sociale. Mais le système est aujourd'hui de toute façon partout, parce qu'on peut l'extrapoler après tout, je parle sous le contrôle d'Agnès Benassi-Kéré, aux agences de notation qui notent les pays et font ainsi leur fortune sociale ou économique à plus ou moins long terme. Les fameux A, les agences qui notent les pays comme les profs notent les élèves, bon élève, mauvais élève. Non, Stéphane Carcillo. Oui, mais c'est beaucoup plus grave pour les jeunes que pour les pays. Enfin, ça, on verra ça dimanche au Sommet européen. Mais en l'occurrence, pour les jeunes, c'est des effets assez dévastateurs. On sait, et c'est ce qu'on montre dans le livre, que tout se joue pour les enfants à un très jeune âge. Et notamment, ce qu'on appelle les capacités non cognitives, c'est-à-dire la capacité à persévérer, la capacité à se concentrer, la capacité à maîtriser ses émotions, à travailler avec autrui. Ces capacités-là s'apprennent très jeunes et ont une importance déterminante dans l'avenir personnel et professionnel des jeunes quand ils auront 20 ans. Ça s'apprend très très jeune, et aujourd'hui l'école n'est pas en mesure d'aider les jeunes à développer ces capacités, à leur donner confiance en eux, à cause de ces méthodes qui sont imposées par le système, qui sont très verticales, dans lesquelles on commence à classer les enfants très jeunes et dans lequel certains ne croient plus dans leurs chances de réussir. La carte scolaire est à revoir entièrement ? C'est Pierre Cahuc ? La carte scolaire est un des éléments du système, mais je pense que le problème est beaucoup plus enquisté dans les pratiques quotidiennes d'enseignement. Brice Couturier faisait référence aux insiders et aux outsiders. Est-ce que aujourd'hui donc reste prépondérante cette question du milieu social et de la classe sociale dans l'avenir de ceux qui, bébés, deviennent des jeunes pour ensuite devenir adultes ? Bien sûr. Un exemple, une petite fille qui, par exemple, naîtrait aujourd'hui d'un président de la République a peut-être plus de chances de devenir présidente de la République plus tard qu'une petite fille qui naît aujourd'hui au Franc-Moisin. La fille de Jacques Delors a pas mal réussi. Non, mais elle n'est pas présidente de la République. Elle a raté de peu. C'est vrai dans tous les pays. Parce que son père n'a pas été, remarqué. Tout ça est vrai dans tous les pays, mais idem, lorsque nous regardons ces comparaisons internationales, il s'avère que le poids de l'origine sociale, en ce qui concerne les résultats scolaires, les performances scolaires, est plus fort en France que dans la plupart des pays de l'OCDE. Et ce n'est pas un hasard. Donc c'est vraiment très lié à ce mode de sélection, à ces méthodes d'enseignement qui ne favorisent pas l'intégration. Donc partout, il y a la reproduction sociale, la mobilité sociale n'est parfaite nulle part, mais en France, en ce qui concerne les résultats scolaires, notre système produit beaucoup d'inégalités, plus qu'ailleurs, et plus de reproduction sociale. Ça, c'est un fait qui est bien ancré maintenant. Pardonnez-moi, mais alors cela dit, tout de même, nous avons déjà fait des émissions avec vous sur des sujets plus ou moins connexes. On a quand même le sentiment qu'on dit ça depuis très longtemps, que ce que vous nous dites là ce matin, pardonnez-moi, n'est pas si nouveau et que rien n'avance véritablement quand même. C'est pas d'aujourd'hui, pardonnez-moi, et d'autres que vous le disent. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? On entend beaucoup, Stéphane Carcillo. On entend beaucoup le débat sur le thème du déclassement, sur la situation générale de la jeunesse. La panne de l'ascenseur social. Ça fait 15 ans qu'on en parle. L'originalité de cet ouvrage et de cette recherche, c'est de montrer que la situation des jeunes n'est pas la même pour tous et qu'on ne peut pas généraliser et dire que l'ensemble de la jeunesse française est dans une situation déplorable. Il y a des jeunes pour lesquels l'insertion se fait. Bon, elle prend quelques temps, elle prend 3-5 ans, c'est pas agréable, mais elle se fait. Ils accèdent à un emploi stable, ils y arrivent bon an, mal an, c'est ceux qui ont un diplôme. Et puis, il y a ceux pour lesquels il n'y a pas d'insertion.
il n'y a pas d'insertion professionnelle et du coup, il n'y a pas de famille parce que c'est très dur de fonder une famille, d'avoir des enfants quand on n'a pas de boulot. Il n'y a pas de logement, etc. Donc, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'il y a des destins vraiment très, très différents. Et ça, je pense qu'on ne le dit, on ne le dit vraiment pas assez. Ensuite, c'est vrai que cette situation de la jeunesse perdure depuis des années parce que, comme l'a dit très justement Pierre, cette situation est vraiment enquistée dans nos institutions, que ce soit de l'école jusqu'au Parlement. On a le Parlement du monde démocratique le plus vieux du monde en France. Du monde, en tout cas des pays de l'OCDE. Du monde démocratique, on va dire. Pour prendre un chiffre, il y a un chiffre fascinant. En Suède, pour un député de plus de 60 ans, il y a 3 députés de moins de 40 ans. En France, pour un député de moins de 40 ans, il y a 12 députés de plus de 60 ans. Donc on est dans un monde effectivement extrêmement particulier. Et ça, ce n'est pas un hasard. Idem, ça c'est lié à une caractéristique bien particulière de notre système, qui est le cumul des mandats. Donc en France, il y a quelques caractéristiques, le fonctionnement de l'école, dans le système politique, le cumul des mandats, qui sont des choses qui peuvent être réformées à zéro coût. Ce ne sont pas des réformes très coûteuses, qui peuvent changer fondamentalement, à terme, la manière dont fonctionne la société. Regardez. Et d'ailleurs, c'est au programme politique de certains candidats. Regardez, dès que vous parlez de coûts, Agnès Benassi-Carré lève un sourcil. Agnès Benassi-Carré. Et oui, je pense que un thème important dans le débat sur l'école, c'est la question des moyens. Vous dites dans le livre que ce n'était pas vraiment un problème de moyens quand on fait des comparaisons internationales. Les moyens à l'avenir ne vont certainement pas augmenter. Donc, on aimerait bien vous entendre sur la manière de les allouer au mieux. Vous dites que le rendement de l'éducation est fortement décroissant, c'est-à-dire que concentrer les moyens au très jeune âge peut être une bonne idée. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que c'est intéressant de repérer des très jeunes enfants qui vont potentiellement avoir des difficultés et concentrer les moyens sur ces très jeunes enfants? Donc comment est-ce que vous voyez l'allocation des moyens pour redresser la situation à l'école? Stéphane Garcillo. Ce qu'on sait de la plupart des évaluations, c'est que les moyens à l'école sont importants pour les toutes petites classes. Et la taille des classes est moins déterminante au collège et au lycée, elle est plus importante pendant l'école primaire. Donc évidemment, il y a un sujet, il y a des moyens à allouer à la petite enfance et à l'enfance. Et effectivement, comme vous le dites, il y a un besoin d'identifier les enfants qui sont à risque de décrochage ou à risque d'échec scolaire. Dans les pays qui fonctionnent, qui ont des bons résultats en termes de réussite scolaire, je pense à la Finlande, je pense également à l'Allemagne qui s'est bien améliorée depuis 10 ans, il y a des moyens qui sont mis en place pour identifier les enfants qui ont des problèmes et pour les prendre en charge. C'est des moyens très spécifiques. Et ensuite, les enseignants sont formés. Il y a une pédagogie des enseignants avec des années de formation pédagogique pour aider justement ces jeunes à acquérir des compétences à la fois cognitives, comme je disais, donc les connaissances et non cognitives, même s'ils viennent de milieux défavorisés. Donc c'est effectivement là qu'il faut mettre des moyens, c'est-à-dire de manière ciblée, sur l'école primaire, maternelle et sur les enfants les plus en difficulté. Mais Brice Couturier. Est-ce que ça dénote pas tout ça une certaine conception de la société, celle que je décrivais tout à l'heure en citant Philippe Diribarne? Tout à l'heure, Marc parlait des agences de notation. Et c'est vrai qu'il y a un parallèle à faire. Les agences de notation, elles estiment la capacité des pays, et on l'oublie toujours, des entreprises, parce qu'elles notent aussi toutes les entreprises, leur capacité à rembourser leurs dettes, afin de protéger simplement leurs créanciers, évidemment, parce que plus le prêt est risqué, et plus le service de la dette, plus l'intérêt qu'on va demander est élevé. On peut comprendre ce système, alors que la notation des élèves dans notre système à nous m'apparaît de plus en plus comme reflétant une conception élitiste de la société, avec le modèle qui serait celui de la haute fonction publique, n'est-ce pas? Il y a cette espèce de noblesse d'État, quand on sort dans les premiers de l'ENA ou de Polytechnique, on accède au grand corps. Et bien, cette mentalité où il y a une noblesse d'État avec de la Cour des comptes, l'inspection des finances, etc., les grands corps, et puis tout à fait en dessous, les catégories A, B, C, etc. Ce système qui est profondément élitiste,
il a progressivement imprégné l'ensemble de la société, puisque dans le privé comme dans le public, ce qui compte, c'est votre niveau d'études en France. Pas ce que vous avez fait dans votre carrière. À la limite, on s'en fiche. Est-ce qu'il n'y aurait pas une comparaison à faire avec d'autres modèles comme les modèles allemands ou suédois, où il y a une formation tout au long de la vie, où la carrière compte davantage que le diplôme acquis à 21 ans? Autrefois, on avait parlé de la tyrannie du diplôme initial. Et il y a vraiment quelque chose là de spécifiquement français et qui, je suis d'accord avec Philippe Diribarne, reflète en réalité une mentalité aristocratique, c'est-à-dire une société dans laquelle il y a des ordres et des États où chacun défend jalousement les privilèges qu'il a acquis dans le cadre de son statut, de ces petits États et statuts. Est-ce qu'il ne faudrait pas rebattre les cartes de manière à ce que les nouveaux venus, en particulier les jeunes issus de l'immigration qui bien entendu sont les principales victimes de ce système stratifié, puissent bénéficier d'un élan. Oui, je pose la question, Pierre Cahuc. Oui, alors je pense qu'il y a deux sujets. Il y a un premier sujet qui est un sujet de très long terme, qui consiste à savoir comment faire évoluer le système. Je pense que pour faire évoluer le système, il y a un point sur lequel a insisté Stéphane tout à l'heure qui est important, c'est changer le fonctionnement de l'école, notamment via la formation des enseignants. Quand on regarde la formation des enseignants en France, les enseignants sont très bien formés en ce qui concerne l'enseignement de leur discipline. D'ailleurs, il y a eu la masterisation qui fait que maintenant tous les enseignants doivent avoir un master, mais ils n'ont aucune formation pédagogique. Et c'est vraiment ce qui tranche avec les pays qui réussissent l'intégration. Donc ça, c'est un point très important pour à la fois faire évoluer les méthodes pédagogiques et pour permettre une meilleure intégration dans l'ensemble des enfants. L'autre point, c'est à plus court terme. À plus court terme, comment intégrer ces jeunes aujourd'hui ? Et là, on a un système qui est extrêmement déficient. Pour les intégrer, nous pensons qu'il faut donner plus de poids au RSA, ouvrir le RSA aux personnes de moins de 25 ans de manière active. C'est-à-dire ne pas donner le RSA à toute personne, notamment aux étudiants, donner le RSA à des personnes qui rentrent dans des parcours d'accompagnement vers l'emploi, donc avec un engagement de chercher un emploi et comme dans les pays qui ont des bonnes pratiques, en l'occurrence les pays scandinaves. L'activation, après une période de 3 mois, l'obligation de rentrer dans des périodes des formations, quitte à perdre le bénéfice du RSA. De toute façon, aujourd'hui, les jeunes n'ont pas droit au RSA de moins de 25 ans, sauf s'ils ont travaillé 2 ans pendant les 3 dernières années, ce qui concerne un très faible pourcentage de jeunes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut donner une deuxième chance à ces jeunes. Et une manière de leur donner une deuxième chance, c'est 1, de leur donner un revenu, et 2, de leur donner une formation s'ils en ont besoin. Aujourd'hui, en France, cette deuxième chance n'existe pas. On laisse ces jeunes de côté. Stéphane Carcillo, sur ce sujet-là, je pensais que Pôle emploi devait faire mieux que la NPE sur ces questions justement de formation, d'accompagnement. Je pense que Pôle emploi a été un peu submergé par le nombre de demandeurs d'emploi qui a fortement augmenté en 2009 et qui reste très élevé en 2010 et début 2011. Donc de ce point de vue, il est difficile de remettre à plat l'ensemble de l'organisation du service public de l'emploi dans la situation actuelle. Mais ce que vous dites, je crois qu'on accompagne mais on n'évalue pas en France. On accompagne mais on a beaucoup de mal à contrôler l'activité de recherche des demandeurs d'emploi. On a beaucoup de mal, et on a encore plus de mal. On a encore plus de mal à sanctionner lorsque des personnes refusent, par exemple, des formations. Un système dans lequel on a des allocations chômage généreuses, voire un système d'assistance sociale qui est généreux, il ne fonctionne que si les gens qui en bénéficient jouent le jeu, et notamment ceux qui sont en mesure de travailler, tous ne le sont pas, notamment ceux qui sont à l'assistance sociale, mais ceux qui sont en mesure de travailler doivent chercher un emploi. Ceux qui manquent de qualification doivent rentrer dans les formations, et s'ils ne refusent de rentrer dans les formations, dans les pays dans lesquels ces systèmes fonctionnent bien, il y a des sanctions. Et d'ailleurs, au Danemark, pour prendre cet exemple-là, il y a très peu de sanctions. Pourquoi ? Parce que le système est extrêmement crédible. Les gens savent qu'on ne plaisante pas avec la formation, avec la recherche d'emploi. Et en France, il faut... Enfin, en même temps, on pourrait se dire que voilà, quelqu'un qui est en situation compliquée matériellement, financièrement, qui n'a pas de travail, qui va faire un métier pour lequel il n'était pas destiné, mais on lui dit qu'il faut qu'il se forme parce que voilà, c'est ça ou rien. Et si en plus de ça, ça ne marche pas, s'il faut en plus le sanctionner, on s'en sort plus, non ? Non, mais il y a une application qui, en général, est faite avec discernement. Et c'est la compétence aussi. C'est pas une machine aveugle qui applique ces sanctions. C'est évidemment fait avec beaucoup de discernement et ça tient compte de la situation particulière des gens.
Mais pour revenir aux jeunes, je crois qu'il y a une forte réticence à l'instauration du RSA pour les jeunes, parce que notamment, on pense que le système administratif ne saura pas gérer cet afflux de jeunes, ne saura pas contrôler la recherche d'emploi, puisque les jeunes, on leur demandera certainement de chercher un emploi, et ne saura pas demander la participation à une formation de manière obligatoire. Et je crois qu'il y a un manque de confiance dans la capacité du système à gérer cet afflux de jeunes. Or, au Royaume-Uni, par exemple, les jeunes qui arrivent au service public de l'emploi et qui n'ont pas de formation, ils vont en formation qualifiante. En Finlande, aux Pays-Bas, c'est la même chose. C'est des formations qui durent 12, 18 mois, qui sont très très longues et intensives. Et on verse une allocation à ces jeunes. On les aide financièrement. Pourquoi on les aide financièrement ? Parce que si on ne les aide pas, ils ne terminent pas la formation. Ils n'ont pas les moyens de terminer la formation. Mais en revanche, s'ils ne refusent de participer à la formation, il n'y a pas de soutien. Donc on aide ceux qui veulent s'en sortir. Agnès Benassi-Carré ? Oui, alors pour aider Pôle emploi à gérer justement cet afflux de demandeurs d'emploi, et dans l'hypothèse où les jeunes s'ajouteraient au contingent, une idée qui avait été lancée, qui a été mise en œuvre, je crois, c'est de confier à des agences privées une partie des demandeurs d'emploi et leur accompagnement et leur insertion. Quel bilan tirez-vous de cette expérience, et est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager pour une éventuelle extension aux jeunes ? Pierre Cahuc ? Oui, alors il y a eu effectivement plusieurs expériences qui ont été menées, à assez grande échelle d'ailleurs, où des opérateurs externes accompagnent les demandeurs d'emploi, souvent des agences d'intérim ou des cabinets de conseil. Alors, je voudrais commencer par remarquer que cette pratique est très développée autour de nous, en Allemagne, aux Pays-Bas, plus loin en Australie. Elle a une certaine logique. En effet, les entreprises, notamment par exemple de travail temporaire, ont tout un réseau d'agences et sont ancrées sur le marché du travail. Donc il y a un certain savoir-faire. Alors, les expériences qui ont été menées en France ont donné des résultats mitigés selon les évaluations. Je pense pour deux raisons. Un, les appels d'offres tels qu'ils avaient été menés c'était la première fois qu'ils étaient réalisés, et réaliser des appels d'offres avec des cahiers des charges qui soient bien élaborés, c'est une tâche assez complexe, et ce savoir-faire n'existe pas encore. Et deuxième point, c'est le fait que il faut aussi, du côté de ces entreprises, de ces opérateurs externes, eh bien, il faut accumuler un certain savoir-faire pour ces publics plus spécifiques qui peuvent être plus en marge de l'emploi. L'avantage de ce genre d'intervention de la part des pouvoirs publics, c'est que ça permet d'être beaucoup plus réactif à la montée du chômage. Quand le chômage augmente, on ne peut pas démultiplier les salariés de Pôle emploi, qui en général ont des emplois stables eux-mêmes. Donc ça donne beaucoup plus de flexibilité à l'intervention de Pôle emploi. Et je crois qu'à terme, une bonne évolution consiste à replier Pôle emploi sur l'accueil, la sélection des demandeurs d'emploi et les diriger vers des opérateurs externes qui sont ancrés sur le terrain. Le problème, c'est que c'est un travail de long terme. On ne peut pas faire ça du jour au lendemain, mais à terme, il me semble que c'est ce que montre aussi la pratique des Pays-Bas, des pays qui ont de bonnes pratiques. Il semble que ce soit un modèle qui ait beaucoup de sens. À 8h40, c'est l'heure du coup d'œil de Thomas Cluzel. Thomas, les jeunes, les vieux. Oui, absolument. Article donc de Gérard Orny à lire sur le site d'information en ligne Slate. C'est intitulé « Jeunes, ne laissez pas les vieux tout décider ». Alors les chiffres en apparence parlent d'eux-mêmes. Et vous le disiez, il ne fait pas bon être jeune en ce moment, même si la situation des jeunes Français peut paraître enviable par rapport à celle des Grecs ou des Espagnols. En France, au premier trimestre, alors que le taux de chômage s'élève globalement à 9,2% dans la métropole, il atteint près de 23% dans la tranche d'âge 15-24 ans. Et il est encore plus difficile d'être à la fois jeune et femme, alors que le taux de chômage a légèrement reculé pour toutes les tranches d'âge. Chez les hommes, en un an, il a encore augmenté de près de 3 points de pourcentage pour les femmes de 15 à 24 ans. Et bien entendu, cette difficulté d'insertion dans la vie active se retrouve automatiquement au niveau des revenus. En 2008, les 18-24 ans ont le niveau de vie moyen le plus faible parmi les adultes. Alors dans ces conditions, écrit Gérard Orny, la seule consolation que l'on peut avoir quand on est jeune et pauvre, c'est que l'on n'est pas seul dans cette situation et que ces difficultés ne sont pas à considérer comme un échec personnel, mais bien comme un problème global. Un danger toutefois se profile alors, celui du sentiment d'appartenance à une classe d'âge en opposition avec les autres classes d'âge. Et pourquoi est-ce un danger ? Parce que cette opposition est stérile et n'aide en aucun cas à résoudre le problème. Exemple, peut-on aider les jeunes à entrer plus tôt dans la vie active en faisant partir les vieux ? C'est ce qu'on a tenté de faire.
Mais le résultat n'a pas été merveilleux. On n'a fait que déplacer le problème, car la durée de vie s'allongeant, les départs à la retraite anticipés ont un coût insupportable pour les régimes sociaux. Sans compter que les espoirs mis dans le départ à la retraite des générations du baby-boom a suscité des illusions excessives, puisque les départs naturels sont considérés généralement comme un bon moyen d'alléger les effectifs. Bref, ce n'est pas en chassant les vieux que les jeunes donc peuvent espérer se faire une place au soleil. En revanche, si les jeunes peuvent avoir un reproche à faire à leurs aînés, écrit toujours Gérard Orny, c'est bien de ne pas avoir su gérer l'économie et de ne pas les avoir formés correctement au métier dont le monde va avoir besoin. Alors les aînés ont une excuse, c'est vrai, les bouleversements ont été si rapides au cours des 10 dernières années qu'aucun programme politique n'apportait une réponse toute prête et qu'il a fallu constamment improviser. Le problème, c'est que les politiques sont d'autant moins enclins à se montrer audacieux que leur électorat vieillit. En 2012, l'âge moyen des électeurs à la présidentielle avoisinera, tenez-vous bien, 55 ans. Conclusion donc de Gérard Orny. Jeunes, ne laissez pas les vieux prendre seuls toutes les décisions. Indignez-vous, révoltez-vous, votre avenir, c'est vous qui le ferez. Merci Thomas Cluzel. Réaction à Pierre Cahuc, Stéphane Carcillo. Pierre Cahuc. J'ai 55 ans, c'est jeune par rapport à nos parlementaires. Ah oui, ça se gâte. Et vous, Stéphane Carcillo, vous avez quel âge? Moi, j'ai 41 ans. Ah oui, ça va. Alors, mais vous ne l'êtes plus jeune non plus. Si j'ai bien lu ce que vous écrivez. Il y a une allusion à la question des indignés. Quand même un petit mot sur ce succès des indignés après Stéphane Hessel et que l'on voit se multiplier sous différentes formes dans le monde. Il est lié à la jeunesse ou pas forcément? Quand on regarde à la loupe, Stéphane Carcillo, c'est différents mouvements espagnols, grecs, islandais ou new-yorkais. Je crois que c'est extrêmement divers selon les endroits. Je crois qu'aux États-Unis, il y a un peu tout le monde. En Espagne, c'était beaucoup les jeunes au départ, mais c'est extrêmement hétérogène comme mouvement. Donc, ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, en France, ce mouvement ne décolle pas de la même manière qu'ailleurs. Ce qui est un paradoxe, parce que vous notez que pourtant en France, il y a une tradition de mobilisation sociale de la jeunesse. Généralement, on se souvient de la mobilisation contre le CPE en 2006. Oui, mais c'est une jeunesse qui est très organisée là. Et en général, le CPE, c'est les syndicats qui sont... C'est les jeunes qui sont déjà représentés. Donc, c'est des syndicats souvent étudiants. Les étudiants sont représentés par des syndicats. Eux, ils ont le droit de citer, ils ont une voix. Les jeunes qu'on n'entend jamais, en fait, ce sont les jeunes qui ne sont plus à l'école. Qui sont plus à l'école, qui sont pas au lit et qui sont pas à l'université. Et ceux-là, on les entend de temps en temps. C'est les émeutes de 2005. Ça explose. Et le risque, effectivement, si on laisse la situation telle qu'elle et inchangée, c'est que ça se reproduise. Parce qu'ils n'ont pas, leur voix n'est pas portée par les syndicats étudiants, elle n'est pas portée par les syndicats tout court, elle n'est pas portée par le système politique et les hommes politiques, comme on l'a vu en 60 ans, donc comprennent très mal leurs besoins et leur situation. Et elle n'est pas politique, du coup, cette voix, ou est-ce qu'elle l'est, mais on ne la reconnaît pas en tant que telle? Quand elle s'exprime, elle ne prend pas la forme de revendication politique extrêmement claire, elle prend une forme assez violente, c'est ça qui est inquiétant. D'ailleurs, les jeunes qui n'ont pas de diplôme ne vont pas voter. Ne vont pas voter. À 80%, si on leur demande demain d'aller voter, ils disent qu'ils n'iront pas voter. Ils sont souvent apolitiques et ils ont tendance à ne pas croire dans les qualités de la démocratie et dans leur capacité à gérer les problèmes. Ils ont même une tendance à la radicalisation, voire à l'autoritarisme, à des choses assez inquiétantes. Et donc cette violence, cette absence de politisation est plutôt inquiétante. C'est à ça qu'il faut remédier. Oui, c'est ce qui m'avait frappé le plus dans votre livre, en fait, c'est que vous montrez bien qu'il y a deux jeunesses et peut-être même trois. Il y a la jeunesse diplômée, c'est celle qu'on entend parce qu'elle a l'habitude des manifestations, elle a une culture de la revendication, elle sait bien s'exprimer et s'organiser. Mais il y a aussi une jeunesse non diplômée qui, elle, alors vous le montrez, c'est surtout ça qui m'a intéressé, c'est que cette jeunesse non diplômée, finalement, elle est favorable à la flexibilité du marché du travail parce qu'elle comprend qu'elle y a son intérêt, mais aussi, et c'est plus étonnant, elle est plus rigoriste sur la question des mœurs, beaucoup plus rigoriste. Elle n'est pas permissive. Par exemple, 75% des jeunes non diplômés réclament davantage d'autorité et non pas moins, comme probablement les diplômés. Et comme vous le disiez, elle a aussi une tendance qui est peut-être inquiétante à une demande d'ordre, d'autorité et de radicalité. Et dans un monde où effectivement on semble s'affronter deux modèles, le modèle occidental qui échoue en ce moment face à la crise et le modèle autoritaire que peuvent présenter les nouveaux émergents comme la Chine et la Russie, on peut se demander s'il n'y a pas un risque pour notre démocratie même d'avoir maintenu en lisière toute une jeunesse à laquelle on n'a donné aucun diplôme, aucune formation et à laquelle on ne donnera pas de travail non plus, de voir cette jeunesse se radicaliser un peu comme dans les années 30. Mais j'extrapole, mais est-ce que ce danger, vous le mesurez, Stéphane Carcillo ?
on le mesure très clairement, et la crainte surtout, c'est que la crise économique actuelle, la situation économique n'explose à un moment donné. Pour l'instant, on l'a pas vu. Or, les jeunes qui ont C'est pour dimanche, on saura dimanche. non, mais d'un point de vue social, en fait, on n'a pas vu effectivement encore d'émeutes et de situations dramatiques dans les banlieues. Cette demande d'ordre et d'autorité rappelle celle des années 30 face à la montée. Oui, je sais bien, mais enfin, face à une montée du chômage, ça fait longtemps qu'on se demande s'il n'y a pas un risque de radicalisation, comme dans les années 30, de ceux qui se sentent exclus par le système. Pierre Cahuc. Oui, il y a un risque de radicalisation qui est d'une certaine manière d'autant plus inquiétant qu'il y a à la fois des valeurs rigoristes et à la fois on voit vraiment un rejet du système, puisque ces jeunes justifient le plus souvent qu'il est possible de payer des pots de vin ou de percevoir des indemnités auxquelles on n'a pas le droit. Ils ont vraiment l'impression que ce système fonctionne mal. Donc il y a un vrai rejet. Ensuite, il est vrai que cette jeunesse est silencieuse. La plupart du temps, on ne l'entend pas parce que effectivement, ce sont toujours les étudiants que nous entendons en France, que ce soit le CPE ou le salaire minimum en 93. Donc ce sont toujours les jeunes qui ont un avenir dans le système politique que nous entendons. Donc ce risque de radicalisation, il existe, mais pour l'instant, il regroupe une portion, malgré tout, relativement faible de la population. C'est donc 20% des jeunes sans diplôme qui sortent sans diplôme. C'est pas mal. Donc c'est 20% d'une classe d'âge. Ce sera 20% d'une classe d'âge. Ce n'est pas une majorité, mais c'est une minorité qui a vraiment des valeurs qui sont très proches de valeurs extrêmement radicales. Brice Couturier. Qu'est-ce que vous conseillez aux candidats aux élections présidentielles c'est la dernière question. Qu'est-ce que vous leur conseillez pour faire en sorte que ces 20% qui ne vont même plus voter, qui commencent à douter de la démocratie elle-même et qui sont tentés par des solutions autoritaires, retournent au sein du système? Quel discours faut-il leur tenir? Et surtout, quelles mesures peut-on prendre en leur faveur? Stéphane Carcillo. Je pense que le point essentiel, c'est qu'à ces 1 million de jeunes, parce qu'ils sont 1 million qui ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation, il faut offrir une deuxième chance. On a des outils pour ça. Il existe aujourd'hui en France des choses qui s'appellent les écoles de la deuxième chance, les EPID. Les moyens sont actuellement dérisoires. C'est 12 000 places. Donc, on a 1 million de jeunes qui sont en déshérence, il y a 12 000 places. Les jeunes, aujourd'hui, n'ont pas le droit à l'assistance sociale. Donc, il faut absolument créer ces deuxièmes chances, c'est-à-dire augmenter ces moyens de formation très qualifiante, longue, ciblée sur ceux qui n'ont aucune formation, avec à la clé une aide financière s'ils participent à ces formations et leur donner véritablement les moyens de s'en sortir par eux-mêmes. Je crois qu'il faut mettre l'accent sur les formations plus que sur des nouveaux contrats. On en a eu des dizaines et des dizaines depuis... Les emplois jeunes, vous n'y croyez pas? Pas du tout. Depuis des trentaines d'années, il faut donner des moyens aux jeunes pour qu'ils puissent s'en sortir par eux-mêmes, par leurs compétences.